Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 9ème des trucs pour remplir le fond. Présentation rapide oblige comme d'habitude. C'est un podcast qui parle de storytelling en général, de YouTube, de tout ce qui est le métier de l'influence, tout ça. Via la chaîne What a Fail, qui est la chaîne que j'opère, sur laquelle je travaille, qui actuellement est bientôt au quart de million, 250 000 abonnés. On commence à être, ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être pas mal. Et c'est un podcast qui est fait en une take, en général une take, rarement deux, qui parle de tout et de rien, et surtout de choses qui peuvent intéresser les gens. C'est un peu ma manière d'aider les gens sans les faire payer une blinde pour leur expliquer comment faire des vidéos, alors qu'au final, même moi, j'en sais pas trop. Donc, bon, hein, mais du coup, aujourd'hui, j'avouerais que j'ai pas spécifiquement beaucoup de choses à dire en termes de la chaîne. La chaîne, en général, ça se porte bien. La prochaine vidéo va sortir très bientôt, parce que là, normalement, je vais lancer ça mercredi vers genre 17-18 heures, cette vidéo-là. Mercredi 28 mai. Et la vidéo était censée sortir ce soir, mais malheureusement, le sponsor... mais un petit peu sa vie, pour être tout à fait honnête, hein, parce que c'est plus ça le problème. Donc la vidéo va probablement arriver d'ici demain ou après-demain, mais j'aimerais le faire le plus tôt possible, parce que c'était mercredi la volonté que je voulais. Bref, quoi qu'il en soit, ça fait un peu 2 mois que je suis dessus, donc il s'est pas passé grand-chose overall. Si, oui et non, en fait. Il s'est passé, je sais même pas si le dernier podcast a pu en parler, je sais même pas si le podcast a eu la capacité d'en parler, vu que c'était possiblement avant 29 jours, donc non, j'avais déjà repoussé la vidéo, parce que c'était trop dur de la faire dans la deadline, ce qui cette fois-ci, je prends de l'avance du coup sur les vidéos, et j'en ai un tout petit peu, pas énormément, mais suffisamment pour que psychologiquement ça aille quand même un petit peu mieux, parce que c'était très stressant d'avoir une deadline obligatoire avec une qualité obligatoire, que ce soit pour moi ou même pour les gens, pour respecter les gens tout court, et que je n'ai pas le temps, c'est toujours mieux d'en avoir beaucoup plus, et ça m'a permis de faire la vidéo que je veux, et j'ai, pour être tout à fait franc avec vous, une haute confiance dans la réussite de cette vidéo. Ça veut dire que normalement elle va faire 500 000 vues. Si elle fait pas 500 000 vues, j'ai le seum. Voilà, vous avez l'info. Non, en vrai, si elle fait 300 000 vues ou 350 000 vues, c'est bien. Je serais content. 400 000, ce serait vraiment cool, et 500 000, ce serait vraiment, vraiment bien. Et c'est ce que j'attends de cette vidéo. J'attends pas qu'elle fasse le million, parce que je considère qu'une vidéo comme ça, c'est trop bordélique pour qu'elle fasse le million. Mais 500 000, j'en serais content. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais répondre aux questions que je n'ai pas vraiment répondu dans d'autres podcasts, et qui peut être intéressante et qui peut me faire divaguer sur des choses importantes ou autres, qui sont des questions qui ont été posées sur le post que j'avais fait il y a plusieurs mois, je crois que ça fait 3 ou 4 mois, et sur la vidéo qui dit des conseils, je crois, où je réponds à tout plein de questions sur YouTube, quelque chose comme ça. Un titre pas ouf pour un podcast qui avait fonctionné un peu. En réalité, je me rends compte que le podcast fait pas vraiment beaucoup de vues, donc je me dis, bon, après évidemment par rapport à des vidéos, j'attends pas qu'il fasse 100 000 vues, mais il fait pas beaucoup de vues, et je me dis, bon, ça intéresse peut-être moins les gens, et j'ai moins de choses à dire, donc peut-être que ça s'arrête. Mais j'ai des retours de gens qui me disent que c'est bien, qui sont contents, etc. Donc je vais le keep, on va continuer, malgré tout, quand j'aurai des choses à dire, évidemment, donc ça peut prendre 2 semaines comme un mois, hein, ça dépendra vraiment, peut-être que là, la prochaine vidéo, après la sortie de la vidéo, j'aurai une révélation à dire des choses, et du coup je le dirai ici, mais quoi qu'il en soit, là pour l'instant j'ai envie de dire des trucs pour remplir le fond, et j'ai pas vraiment tant de choses à dire, donc plus les questions, ce sera chapitré pour que ce soit pas chiant pour les gens qui regardent. Et sur ceci, allons-y avec une première question. J'ai pas noté le nom des gens, mais quoi qu'il en soit, c'est pas gravissime. On va commencer avec quelque chose qui tape un peu, qui est comment faire une bonne miniature, et je vais rajouter entre guillemets et titre. À quel point le métier de youtubeur est-il prenant psychologiquement? Donc on va répondre aux deux. Déjà, comment faire une bonne miniature edit, ça va être un peu scabreux à répondre, parce que la réalité, c'est que je sais pas. Non, la réalité, c'est que je connais la théorie, je vois comment elle fonctionne, je peux savoir si une vidéo à l'œil va fonctionner ou non. Souvent par le titre ou la miniature, tu sais que ça peut marcher ou pas. Mais je sais pas à quel point, je sais pas comment réellement ça va fonctionner, dans combien de temps, etc. Mais il y a une théorie derrière. La théorie est la suivante. Une miniature et un titre qui est bon, c'est quelque chose qui apporte assez de mystère, tout en ayant suffisamment
tout en étant suffisamment putaclic pour pas que ça embête les gens, mais que bah, ça le soit quand même. En gros, je vais vous donner des pistes pour que ça se comprenne mieux. Un titre ou une miniature, c'est quelque chose qui est censé donner une information sur la vidéo. C'est votre manière, avec une image et des mots, de dire ce qui va se passer. En général, il faut éviter de donner la répétition entre le titre et la miniature. Si les deux se répètent, c'est de la merde. Si, je sais pas, je dis « J'ai failli mourir dans cette vidéo » et que tu me vois failli mourir dans la miniature, ah, c'est un petit peu nul, quoi. Ok, c'est répété, c'est dommage. Alors que si tu dis « J'ai failli mourir dans cette vidéo » et que tu me vois dans une situation où, en fait, je suis dans une piscine remplie de chamallows, bah, t'es en mode « Ok, il y a un peu autre chose », tu vois. Les deux choses disent des choses différentes. Je prends un exemple qui est très basique, mais c'est pour que ce soit plus facile à comprendre où je veux en venir. Et une bonne miniature et un bon titre se jouent déjà sur ça, mais surtout sur l'idée du mystérieux sans être putaclic. Putaclic, par exemple, c'est ce régime américain qui va vous faire perdre 100 kilos. C'est putaclic parce que 1, c'est pas vrai, 2, c'est pas américain, et 3, c'est même pas un régime. Mais si vous avez quelque chose qui est un tout petit peu mystérieux, c'est suffisant. Est-ce que j'ai des exemples ? En réalité, non. Beaucoup de vidéos de Combo, Ego, The Great Review, moi, Zgoat en question, qui je considère un des bons titres, et des bonnes minias. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai donné ma miniaturiste, pas du tout, et qu'on s'entraide, mais après il y a d'autres gens, plein d'autres gens, Micode, si vous prenez des gens genre Veritasium, qui en anglais, il y a plein, vous prenez plein de gens, ça marche très bien, c'est des titres qui sont pile mystérieux, et pile suffisants pour que ça donne envie de regarder. Par exemple, la vidéo de Fearhunger de Combo, qui s'appelle, je ne sais plus exactement, et vu que j'ai pas cité le titre et que je ne prépare évidemment pas énormément tout ça, je vais vérifier en même temps, et comme ça me permet de tranquillement meubler. C'est le jeu vidéo qui brise ses joueurs, avec une tête de corbeau sur un humain, enfin c'est un peu awkward la miniature, mais c'est quelque chose qui... Ok, mais comment il brise les joueurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est un peu cliché, pour être tout à fait honnête, elle est un peu cliché celle-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bon exemple de... Ça attire les gens, ça intéresse les gens de se dire « Tiens, c'est marrant, pourquoi ?» Moi, j'ai un autre truc qui était la racine carrée inverse rapide. L'algorithme de racine carrée inverse rapide, j'ai mis la valeur qui a changé le jeu vidéo. C'est pas vraiment vrai, hein, là, c'est un peu... On est borderline, hein, mais ça donne assez de mystère, parce qu'en plus, la miniature montre la valeur, et tu la comprends pas comme ça. Et ça donne assez de mystère, donc une bonne miniature et un bon titre, c'est quelque chose qui crée vraiment ce truc de « je ne peux pas ne pas savoir ». Si tu dois savoir quelque chose, c'est que c'est cool. Et c'est très dur, c'est très difficile, et c'est là qu'il y a un concept qui s'appelle la vision, qui est... Il y a certaines personnes qui ont la vision de ça, et d'autres qui ne l'ont pas. Je vois des gens, même qui ont pas des dizaines de milliers d'abonnés ou plus, qui n'ont pas la vision de comment faire des miniatures ou des titres qui fonctionnent à chaque fois. Je dis pas qu'ils font 500 000 vues à chaque fois, mais quelque chose qui fait que ça marche tout le temps. Il y a des gens qui vont faire des vidéos, qui vont faire des 40 000, 50 000, 60 000 vues, des choses basiques en storytelling pour quelqu'un qui fait qui a des dizaines de milliers d'abonnés, donc 30, 40, 50 000 ou 70 000, mais qui n'aura jamais... qui ne l'a pas tout le temps en fait, qui d'un seul coup va faire une vidéo qui va prendre 2000 vues, ou 10 000 vues, des trucs comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment la vision d'avoir quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. C'est juste, tu le sais au bout d'un moment parce que t'as raté de ton côté, et tu t'apprends. Donc il y a des gens qui n'ont pas la vision, mais c'est normal, parce que t'es obligé de rater. C'est même important d'avoir un petit coup de taquet, là, comme ça, parfois, un petit flop, pour t'expliquer que ça va 5 minutes. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être faire mieux, quoi. Et comprendre de ses erreurs et comprendre de ses réussites. Les deux fonctionnent énormément. La raison pourquoi 400 jours pour finir ce jeu fonctionne, bah le titre, peut-être pas la miniature, mais surtout le titre, il fait énormément. Et ça j'apprends d'une réussite, d'un échec il y a pas si longtemps, c'est la règle qui permet à Wikipédia de survivre ou je sais plus quoi, qui est un titre déjà de merde, une miniature pas ouf, et du coup bah ça crée un effet où bah la vidéo fonctionne pas. Et j'essaie d'apprendre en disant... Ouais, ok, j'ai pas trop fait attention, c'était pas bien, j'aurais plus dû gérer le texte en fonction du titre, plus qu'autre chose. Et en général, j'ai toujours ce point de vue qui est de faire d'abord le titre et après la vidéo, parce que ça te définit un peu ton endroit, ça te définit où est-ce qu'il faut être
dans la vidéo, quel titre il faut mettre, quel texte il faut faire, et ça permet au moins d'avoir un titre qui est bien avec la vidéo, qui fait bien fonctionner la vidéo tout en ayant quelque chose, un bon titre. Et ça, c'est pas évident, du tout. Genre, la réponse à ça, si tu me donnes une vidéo X et tu me dis comment faire un bon titre et une bonne miniature, je sais pas. Ça dépend de l'intérieur de la vidéo, ça dépend de plein de choses. Et sincèrement, personne ne sait. Si tout le monde savait, tout le monde ferait des vues de fou. Beaucoup s'en sortent avec leur manière de faire, mais ça veut pas dire qu'il y a une manière généraliste et je peux pas dire, voilà, tu fais ça, ça fonctionne. C'est trop compliqué. Voilà, pour répondre à cette question, je pense que j'ai donné suffisamment. Je me suis basé en partie sur cette réponse sur la vidéo de Veritasium qui s'appelle Why Clickbait is so effective. Donc pourquoi le clickbait est tellement effectif, le putaclic est tellement effectif, utile, qui me fonctionne, bref, vous avez compris. Vidéo très intéressante, qui montre plein de points, qui parle de ces vidéos, très cool, je le mettrai en lien dans la description si j'oublie pas, normalement j'oublierai pas. Mais c'est quelque chose c'est une très bonne vidéo que je conseille largement à tout le monde qui souhaite faire des vidéos, vraiment sérieusement, ou qu'elles fonctionnent en tout cas. Après, deuxième question du coup, parce qu'on va passer à la suite, parce que sinon on a déjà 10 minutes, j'ai fait qu'une question et quand même une page. Ça va être un podcast qui va durer un petit peu de temps. À quel point le métier de youtubeur est prenant psychologiquement ? Je pense que c'est pas vraiment le métier de youtubeur, mais c'est le métier d'entrepreneur généraliste, dans le sens où, théoriquement, YouTube, c'est une entreprise. Si tu prends dans ce compte-là, théoriquement, YouTube, c'est une entreprise, mais dans le sens où, le métier de non-salarié. Le métier de non-salarié, c'est un métier où c'est toi qui es ta propre motivation à avancer. Et c'est pas forcément super évident tout court, parce qu'il faut avoir la discipline d'avancer. Même si t'as pas envie, faut taffer, même si c'est pas ouf, même si t'as pas envie, t'as pas le moral, t'es fatigué, t'es peut-être un peu malade parfois, des choses comme ça, il faut avancer. Et avoir cette discipline personnelle, c'est pas évident. Encore plus dans ce problème de riche de merde, qui est quand l'argent n'est pas vraiment un truc où t'as besoin ce mois-ci. Genre au bout d'un moment, quand ta chaîne ou quand une entreprise fonctionne, ça va, c'est bon, t'as un salaire, t'as un peu d'argent de côté et tout, c'est bon. L'entreprise a un peu d'argent de côté, donc peut te payer régulièrement. T'as pas besoin d'argent maintenant, donc la motivation purement d'argent n'est pas vraiment une motivation. Et la passion, certes, c'est cool, mais au bout d'un moment, ça s'épuise. Genre, c'est bien, mais c'est quand même du taf. Et c'est quand même beaucoup de taf. Et la passion n'est pas un moteur suffisant pour faire des vidéos parfois très très grandes. Il faut plus que ça, il faut de la discipline. Et ça, c'est prenant psychologiquement parce que t'es tout le temps en train de taffer en théorie et jamais en train de pas taffer. C'est bizarre dans le sens où il n'y a pas de week-end. Moi, je me réfère par exemple au jour où on est. Je sais qu'on est le 28 mai, je le sais. Mais j'ai douté qu'on était mercredi. Parce que mercredi ou dimanche, c'est la même chose. Mais pas tellement parce que je branle rien. Parfois oui, mais faut pas trop le dire. Juste que j'ai pas ce truc où il y a un week-end en fait. Ce qui est pas ouf, mais il y a rien qui m'accroche à ça. Donc, tous les jours c'est un jour de taf, mais tous les jours c'est aussi pas un jour de taf. Donc c'est compliqué. En plus que par exemple là je fais un podcast, est-ce que c'est vraiment du taf ? Est-ce que je taffe ? Est-ce que je taffe pas ? C'est compliqué. Parce que là je fais ça à l'arrache, voilà. Donc il y a vraiment ce côté tout le temps pas taf et du taf qui est déjà une énorme emprise psychologique, qui est déjà assez. Il y a le fameux poids mental, la fameuse charge mentale, qui est un concept qui a largement dévié depuis qu'il a été créé, mais c'est une autre histoire. C'est surtout quelque chose qui est... C'est le plus impactant, c'est ça. Il n'y a jamais vraiment d'arrêt de taf. Et c'est important de savoir dire non, stop, j'arrête. Parce que sinon, tu peux jouer, t'es en mode faudrait que je taffe, faudrait que j'avance, putain, j'ai pas fait ça, machin, etc. Et c'est trop difficile. Et même avoir des buts clairs dans la journée, c'est pas forcément évident. Parce qu'avoir des buts clairs, c'est parfois, j'aimerais faire 3 pages de mon script, t'en fais qu'une seule parce que t'y arrives pas, et tu t'en veux. Mais en même temps, c'est un truc qui est compliqué à dire. Alors que même 5 minutes de montage, parfois tu peux pas, parce que ça prend du temps. Tu trouves pas la musique que tu veux, c'est compliqué, etc. Donc il y a beaucoup de culpabilité à ça, et ça peut être un peu prenant psychologiquement. C'est pour ça que la plupart des gens, et ça j'en ai fait un podcast un peu entier avant, dit oui, c'est pas évident d'être youtubeur machin, c'est parce que mentalement ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup plus que physiquement, et beaucoup plus que réellement ça n'implique, parce que t'écris des vidéos, t'es tranquille chez toi, tout va bien, tu te réveilles quand tu veux, blabla, tout ça. Donc ça l'est, pas mal. Je pense que ça fait partie des choses qui sont assez prenants psychologiquement, mais qui le sont, je pense, tout autant que des gens qui vont travailler dans des bureaux.
en question, c'est proche d'un truc où tu travailles dans un bureau, sauf que c'est toi qui te règle quand est-ce que tu veux travailler, et c'est pas évident, parce que personne vient te prendre le fouet et te dire vas-y travaille. Donc ça peut pas forcément être évident pour tout le monde. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire, et de toute façon j'en ai fait un podcast entier avant, sur est-ce qu'influenceur c'est difficile. Voilà, vous voulez un truc beaucoup plus détaillé, il y a ça. Maintenant... une autre question qui est un peu intéressante, parce que cette fois-ci, il y aura pour une fois un changement au podcast sur le montage, truc de fou. Est-ce que tu pourrais nous montrer un jour directement des plans dans ton logiciel de montage? Genre comment tu organises la timeline? Bon, déjà, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il existe 2 vidéos, je crois, sur le jeu que vous ne comprendrez jamais. Et quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Il y a une deuxième vidéo sur Portal. Il y a deux espèces de semi-VOD où je parle de l'entièreté de comment j'ai monté ça. Donc, il y a Portal? Je regarde. Je crois pas qu'il y a Portal. Non, il n'y a pas Portal. Ah si, il y a Portal. Si, il y a Portal. Je n'étais pas sûr pendant 2 secondes. Je me tiens, c'est bizarre, je le savais. Mais, donc, il y a déjà ces 2 vidéos qui montrent en détail comment je monte. Mais, vous allez avoir devant vous une image du dernier montage. Ce dernier montage en question, en réalité, les timelines de montage, comment ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas. Il y a une timeline de vidéo, il y a plusieurs timelines de vidéo, il y a plusieurs timelines de son. J'ai ce qu'on pourrait considérer comme un montage très simple. J'ai quelque chose où il y a, si vous regardez, si vous avez la vision, sinon je le décris par la voix, parce que même moi j'ai pas la vision de ma propre image que j'ai envoyée. Il y a littéralement une seule timeline avec des vidéos. C'est juste des cuts de plein de vidéos. Mes montages c'est ça. C'est que des vidéos qui se cut. Il n'y a pas vraiment d'effet au-dessus. Quand il y a les textes, c'est sur fond noir, donc il n'y a que le texte. Le fond noir, il est de base sur le logiciel de montage. Et le reste, c'est juste des vidéos qui se cut, ou des images. C'est tout. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre des effets, des choses comme ça. Je suis foncièrement contre le fait de mettre des effets. Voilà, disons les termes. Le montage YouTube, vous cassez les couilles. Voilà, c'est dit. Vous êtes chiant à faire des vidéos où ça fait whoosh et ça fait blam et ça fait des montages After Effects sur que dalle. Arrêtez. S'il vous plaît, je vous en conjure. Vous pouvez faire des vidéos qui font beaucoup de vues, hein, parce que j'en fais, mais il y en a d'autres qui en font beaucoup, sans faire des whoosh et des bams et des plans partout. Faites un montage qui se justifie. C'est vraiment ma manière de faire, c'est faites un montage où tous les plans ont un intérêt d'exister. S'il y a un whoosh, il a un intérêt d'exister. S'il n'y a pas de whoosh, c'est pas grave, personne vous tuera pour ça. Et il y a beaucoup de monteurs qui m'envoient des mails où tu vois le montage et tu dis bah ouais mais tu fais du montage type YouTube. Et ça me fait chier, pas tellement que je me dis je suis au-dessus, je suis trop fort, machin. Non, juste, c'est juste pas intéressant parce que tout le monde fait ça. Et tout le monde pense que c'est bien. Sauf que non, déjà non, parce que la plupart des vidéos qui fonctionnent font pas des whoosh de partout, etc. Sauf pour des best-of ou des choses comme ça. Mais vous verrez, la plupart des vidéos font des trucs calmes. Bref, quoi qu'il en soit, cette parenthèse fermée, j'ai cette timeline vidéo. En dessous, j'ai une timeline où j'ai uniquement la voix off. Donc il y a une timeline de son où il y a uniquement que la voix off qui a déjà été montée. Donc il y a assez peu de cuts, assez peu de choses parce que c'est déjà fait quoi. Genre la voix off, j'ai déjà géré sur Audacity avant, donc pas un problème. En dessous de ça, donc vous avez la couche vidéo, la couche de son, et en dessous de ça, vous avez les musiques. Donc là, il y en a une seule en général, hein, parce qu'en général, on évite d'en mettre 2. C'est simple, hein, c'est juste des musiques. Voilà, mais rien de plus compliqué. Et en général, encore en dessous, il y a parfois des effets sonores, mais genre dans mes vidéos, ça se compte sur le doigt d'une main coupée de 2 doigts. Il y a rarement plus de 2 effets sonores par vidéo, voire 3. Surtout sur les vidéos vulgarisation, on a un peu plus, parce qu'en général, les plans sont un peu chiants, mais c'est rare. Souvent, il y en a très peu, parce que c'est suffisant comme ça. Voix, vidéo et musique. C'est tout. Littéralement, ma timeline, c'est ça. Alors, au-dessus, il y a les hamsters, d'ailleurs. J'anime les hamsters sur fond vert, pour des raisons techniques à la con, dont on s'en fout un petit peu. La raison, c'est que c'est plus simple pour moi. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y a un endroit où il y a les hamsters, mais je le fais en tout dernier, donc ça n'a quasiment pas d'impact sur le montage que je fais. Mais mon plan, c'est comme ça. J'organise comme ça la timeline, et après, c'est tout droit. Il y a aussi, parfois, j'ai aussi monté la vidéo, j'ai monté la dernière vidéo sur Twitch, donc si vous êtes assez rapide, il y a encore la VOD Twitch du montage, donc vous pouvez voir comment je monte. Il y a 8 heures, je crois, quasiment, au total de VOD là-dessus. Je crois que ça passe encore, je crois que vous pouvez.
mais soyez rapide parce que dans 5-6 jours, il n'y a plus. Hein. 5-6 jours, c'est mort. Hein. Si vous regardez ça en 3 juin, c'est mort, et je sauvegarderai pas parce que j'ai pas beaucoup d'intérêt à le faire. S'il y a vraiment une forte demande à montrer comment je monte, je ferai un truc, mais en théorie, il existera un jour où je ferai une grosse vidéo pour expliquer comment faire une vidéo. Genre, comment je fais de A à Z, de manière montée, avec une voix off, avec un texte, avec tout, pour que ce soit propre, clean, et en 20 minutes, 20-30 minutes, vous le savez, et c'est tout. Parce qu'on va pas s'emmerder 20 ans à faire des milliers de podcasts pour expliquer comment faire une vidéo. Autant faire une vidéo clean là-dessus, tout le monde le sait, c'est cool. Ici, ça parle plus de théorie, ça parle un peu plus en profondeur, etc. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que je fais mes plans. Et justement, c'est quelque chose qui est ultra important, la façon dont vous montez, et je reviens sur la parenthèse, parce que c'était un peu important, cette parenthèse, en réalité, la parenthèse de vous montez tous comme tous pareil, c'est insupportable. En fait, la considération que j'ai, c'est que le montage, comme beaucoup de choses, donne la patte, on va dire, du créateur. Quelque chose qui permet d'avoir une différence par rapport aux autres. Je vois beaucoup de gens beaucoup de chaînes, dont encore une fois, je ne dirai pas le nom parce que, 1, je n'ai pas l'autorisation, 2, ce serait de la dénonciation, enfin, la dénonciation, non, mais vous comprenez, ce serait juste pointer du doigt de la discrimination et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et 3, c'est pas la question d'avoir des problèmes ici. Beaucoup de chaînes qui ont juste beaucoup de vues, mais pas vraiment énormément de gains d'abonnés, parce qu'il y a un problème de avoir sa patte. Avoir sa patte, c'est ultra important. C'est ce qui différencie Combo, moi, Sgoat ou The Great Review et Ego. En fait, on peut pas se copier parce qu'on fait des choses différentes. C'est tout. Est-ce que copier Ego chez moi fonctionnerait? Je pense pas. Est-ce que copier Combo c'est The Great Review? Ça fonctionnerait pas. Et vous comprenez. L'idée, c'est que chacun a son truc. Et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne déjà dès le montage, en fait. Si vous avez un montage qui ressemble à tous les montages YouTube, bah c'est chiant. Je dis pas que vous devez être très différent, mais juste le fait que, par exemple, moi j'ai un hamster, fait une différence, ou que mon montage est excessivement simple, fait la différence. Par rapport à d'autres, Sgoat, par exemple, aime beaucoup mettre aime beaucoup un peu shitpost ses vidéos, dans le sens où, dans son montage, il va mettre beaucoup de stock footage. Ça va être des trucs où il va faire ça, il va faire beaucoup de blagues en mode « Oh, c'est rigolo, tiens, machin et tout ». Le pire, c'est qu'il fait un peu cette voix. C'est un moment où il fait cette voix. Donc, le pire, c'est que je suis sûr que je m'en sors pas trop mal à la faire. Mais Combo va faire de la 3D. Ego va aussi faire de la 3D, mais différemment. Ça va être en plus un POV que Combo qui va faire de la 3D polygonale, etc. Bref, chacun sa patte dans le montage, qui peut coûter beaucoup d'argent, parce que Combo, ça lui coûte de l'argent, je suis sûr. Sgoat, ça lui coûte pas d'argent, en théorie. Et moi non plus, ça me coûte pas d'argent. Moi, c'est un montage, c'est simple, c'est clean, ça va tout droit, et puis c'est bon, on va pas aller plus loin, tous les plans sont justifiés. Et c'est une patte nécessaire qui aussi fonctionne, qui aussi marche aussi sur le texte. Le texte, c'est important d'avoir sa patte. En fait, ce que je vois beaucoup de gens faire, c'est de prendre un sujet, le développer et that's it. Et c'est dommage, parce que l'intérêt d'une chaîne YouTube, c'est d'avoir la POV des gens. Point simple, exemple très simple. J'en ai rien à branler de la voiture, j'en ai rien à foutre de la F1, je trouve ça chiant, ça n'a aucun intérêt, le sport automobile m'intéresse pas, c'est tout. Voilà, bon, vous vous intéressez, c'est pas un problème, et franchement, je comprends, peut-être que vous avez des très bons arguments face à ça, mais moi ça ne me touche pas, ça glisse, mais comme une toile, quoi, genre vraiment ça glisse, non, vraiment, je m'en fous. Et je regardais pas vraiment Villebrequin, j'ai regardé Sylvain Livre depuis quelques mois. Et bah je regarde toutes ses vidéos. Parce qu'il fait du storytelling en fait, hein, Sylvain Livre, on n'en parle pas assez, mais il fait dans ses Vultech, oui c'est des Vultech, enfin c'est des VTech, qu'il fait, où il va vulgariser un principe d'une voiture, il fait du storytelling. C'est juste qu'il le fait à sa manière. Et il le fait tellement avec sa vision et sa manière que je ne regarderai que lui pour faire de la voiture. Les autres, j'en ai rien à foutre. Mais genre, absolument rien. Je ne cliquerai pas sur une vidéo qui parle d'un différentiel sur une autre chaîne. Par contre, Sylvain Livre, même si c'est peut-être moins fouillé, peut-être que c'est moins bien, théoriquement, bah c'est mieux dit. Et moi, ça me fait kiffer. Et j'aime bien, il est sympa, il est drôle, il raconte son truc en mode, bah ça... c'est un peu de la merde, hein. Voilà, ça, ne serait-ce que faire ça, 50%, 50% je suis gentil, 80% les gens ne le font pas, de dire juste un avis, d'avoir
point de vue sur la chose et de juste avoir sa manière de le raconter, sa POV de le raconter. Beaucoup de gens ne le font pas. Et c'est super dommage. Ils prennent juste cette information, ils les donnent. C'est, tiens, une information, ceci est une information, ceci est une information, jusqu'à la fin de la vidéo. Ayez juste un point de vue, une manière de je sais pas, même juste rendre épique un moment, analysez, faites des parallèles, je sais pas, moi par exemple, j'ai l'impression que ce qui fonctionne bien dans mes entre guillemets reviews de jeux sur par exemple la prochaine qui sera gris, spoiler, attention spoiler, fermez les oreilles plutôt, bref, dans ce gris, je vais faire une analyse l'analyse fait 17 minutes, plus que ça avec le montage, 21 minutes. Et résumer le jeu, on fait 19. Beaucoup de gens résumeraient le jeu, fin, on plie les bagages, 1 minute de conclusion. Ouais, c'est un beau jeu, franchement, il est magnifique. Oh, il est bien. Oh là là, vraiment. Oh, il aime bien et puis fin. Allez hop, sors ta vidéo, c'est bon. Ça, c'est... Beaucoup de gens le font et c'est dommage. Et d'ailleurs, je fais cette voix parce que c'est surtout juste pour être drôle, hein. C'est pas vraiment pour me foutre de la gueule des gens. Et je sais que, de mon côté, j'analyse des trucs. Genre, je suis allé voir Kandinsky, je suis allé regarder de l'abstrait, j'ai essayé de comprendre derrière ce qui se passe pour du surréalisme ou des choses comme ça, pour la théorie des couleurs, pour après avoir une vidéo intéressante. Les gens vont venir voir, et je pense que ça risque d'être un peu l'avis des gens. Les gens vont venir voir parce que c'est ma manière de voir le jeu. Je l'ai analysé comme ça. J'ai fait cette manière de dire, ok, le jeu c'est ça. Maintenant, on va discuter pendant 20 minutes de complètement autre chose, pas vraiment, mais d'essayer d'expliquer le jeu petit à petit. Et ça, les gens vont être en mode, putain, lui il le fait, les gens le font pas. Et je dis pas qu'il faut faire ça, hein, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'avoir 18 what the fail à côté de moi. C'est juste, il y a quelque chose de différent. Je sais que c'est une différence. Et je l'utilise beaucoup. Comme, par exemple, comme tous les autres, en fait, j'ai fait des exemples avec la 3D de combo, sa manière de raconter des histoires qui est un peu plus classique. Elle est plus classique, mais elle fonctionne bien. Il en faut toujours un, de toute façon. Sgoat, qui est beaucoup plus dans l'humour, qui fonctionne beaucoup mieux, qui analyse aussi très bien. Ego, qui est dans le propre, dans le documentaire. Et The Great Review, qui est plus dans le conversation au coin du feu. Chacun a son style. L'idée, c'est pas de le voler, l'idée, c'est d'avoir sa patte aussi de son côté. De comprendre que c'est pas juste donner des informations. Qu'est-ce que vous pouvez donner en valeur ajoutée? Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, ça ne sert à rien. Ne faites pas la vidéo. Enfin, si, mais genre... Merde, c'est dommage, quoi, genre... Ou faites-le, mais sachez que vous avez juste donné des informations. Au moins, soyez au courant de ça. Juste soyez au courant du fait que... Merde, genre, oui, c'est juste donner des informations. Et c'est dommage. Et ça prend du temps d'avoir sa patte, mais c'est super important d'avoir quelque chose qui vous différencie des gens. Regardez Sylvain Live, et regardez le truc qu'il a à la base. C'est une page Wikipédia, enfin, entre guillemets, j'exagère. C'est une page Wikipédia sur un différentiel. Qu'est-ce que c'est ? On s'en branle, mais pour autant il le présente bien, il fait de sa manière, etc. Bref, vous avez compris, je vais pas endurer 20 ans là-dessus, mais au moins vous avez l'idée. Vous avez l'idée de l'avis que j'en ai et de ce qui pourrait changer beaucoup de gens. Vraiment, il suffirait que de ça. C'est dur, mais il suffirait que de ça, et beaucoup de gens fonctionneraient beaucoup mieux. Bref, on va avancer sur un autre truc, qui est les sponsors, comment ça fonctionne. Parce que c'est toujours curieux, les gens peuvent être toujours curieux. Et on va expliquer ça rapidement. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué, c'est pour ça que j'ai chapitré la vidéo, c'est parce que j'ai peut-être déjà dit dans un podcast. Si j'ai déjà dit, vous pouvez passer, c'est chapitré, blablabla. Mais on va repartir là-dessus parce que c'est intéressant. Les sponsors, ça fonctionne d'une manière où en fait, il y a deux types de manières d'avoir. Soit tu vas directement au sponsor, le sponsor te contacte ou tu le contactes pour dire bonjour, j'aimerais parler de votre produit. Et là, ok, génial, machin, tout ça, waouh, trop bien, tout ça. Et la deuxième manière, c'est de passer par une agence. En gros, tu vas déléguer ça à une agence qui, elle, va aller chercher les gens, des sponsors, quoi qu'il en soit, peu importe ce que ça peut être, pour après te dire « Ah bah, j'ai une sponsorisation, ou j'en ai 2, ou j'en ai 3 à ce moment-là, qu'est-ce que tu prends ?» Et eux, ils prennent un cut de ça, ils prennent, en général, c'est dans les alentours de 10 à 20%, dépendant des agences, mais en général, on est plus autour de 20%. Et dit juste voilà, c'est comme ça que tu peux faire la sponsor, voici ce que demande la marque, et toi tu dis oui mais moi je suis pas d'accord, et l'agence va négocier pour toi. Du coup c'est deux manières de faire, la première te donne plus d'argent, parce qu'il y a
personne entre toi et la marque, mais te demande beaucoup plus de travail, parce qu'il faut aller contacter la marque, il faut aller négocier avec eux, parce que parfois il faut négocier un peu salement, parce que eux, bah, ils ont comme tout intérêt de faire le prix le plus bas. Et après, c'est tout. Après, voilà, la sponsor se fait, donc ils t'envoient ce qu'il faudrait dire, tu fais un texte, ils acceptent le texte ou pas, modification ou pas, tu fais la vidéo, tu fais la sponsor, modification ou pas, et tu sors la vidéo. Après, c'est tout. Ils n'ont pas le droit de dire ce qui se passe dans la vidéo, et entre parenthèses, question excessivement importante que si vous êtes des créateurs, vraiment faites attention, mettez dans le contrat que d'une manière ou d'une autre, la sponsorisation est faite que pour cette vidéo. Sinon, vous allez vous retrouver comme iPierre ou D7, je crois que ça s'appelle D7, je sais plus, qui était avec des pubs partout de lui qui fait une sponsor d'un truc et vous le voyez partout en pub YouTube, alors que bah non, c'est chiant et ça nique votre image, les gens en ont marre, etc. Vraiment, faites attention parce que les marques, bah, si elles ont une bonne sponsor et qu'elles se rendent compte que ça fera une belle pub, ils vont l'utiliser. Vraiment, faites attention à ça. Quoi qu'il en soit, à partir de là, vous avez la sponsor, et il y a deux manières de gagner de l'argent. C'est soit un coût par 1000 vues, donc vous avez un mois pour faire un nombre de vues, et tous les 1000 vues, vous gagnez de l'argent. Donc en général, autour de 20, 30 euros, juste comme ça, tous les 1000 vues. En général, il y a un plafond. En général, bah, ça dépend de combien vous faites de vues, mais il y a toujours un plafond parce que, imaginez, votre vidéo fait 1 million de vues en un mois, c'est possible, j'ai déjà fait. Une fois, mais je l'ai déjà fait, donc c'est possible. La marque qui avait prévu de donner 5000 euros, elle va se retrouver avec un truc de 25 000 euros. Ça va vite la calmer. Hein. Elle va vite être en mode. Alors ça va être compliqué là parce qu'on n'avait pas le budget, mais c'est ce que ça vaut en théorie. Mais souvent il y a un plafond et à partir de là ils payent plus, je veux dire. Donc voilà, ça permet pour la marque d'être plus flexible et vous, si vous avez une vidéo qui est pas sûre, bah au moins vous savez, vous pouvez dire oui, bah de toute façon si ça marche pas, bah je serai pas beaucoup payé, ça vous va quand même, et si ça marche beaucoup, bah je me ferai baiser, mais c'est pas très grave au max. Bon bah voilà, au max c'est la prise de risque. Et une autre manière de faire qui est juste, voici combien ça coûte. Donc, bah, par exemple, il dit, voilà, on aimerait faire une sponsor 60 secondes, ok, ça fera 5000 euros. C'est tout. Fin de la question, et il donne 5000 euros dès que la vidéo est arrivée. Dès que la vidéo est sortie, 5000 euros, c'est fini. Alors, la vidéo peut faire 10 000 vues et vous avez 5000 euros, et elle peut faire 2 millions de vues et vous avez 5000 euros quand même. Donc, c'est une autre prise de risque, c'est différent. Chacun ses trucs. Moi je prends du flat, c'est à dire que le flat c'est voici combien ça coûte, je vends une partie de la vidéo, je vends pas aux vues. Ça arrive parfois que je prenne au coût par 1000 vues, donc tous les 1000 vues je gagne de l'argent. Je sais pas, je suis pas super fan, mais bref. Parfois on n'a pas le choix. Et donc voilà, il y a deux manières de faire. En général, je préfère prendre une agence parce que l'agence, ils savent quoi faire. C'est les gens qui sont vraiment... Leur taf, c'est littéralement d'aller négocier les prix. Et ils ont l'intérêt d'aller négocier les prix parce que eux prennent un pourcentage. Et ils s'en sortent parfois à faire des trucs de folie. Ou parfois, quand c'est la merde, il y a un truc qui va pas, ils arrivent à s'en sortir parce que... Bah, en gros, au lieu d'être le seul créateur face à la marque, parfois l'agence a 10 créateurs et dit, bah voilà, j'ai 10 créateurs, il y en a un qui a raté. Et il a pas eu le temps, il y a eu un problème, il s'est pété un bras, enfin je sais pas, il y a mille un trucs, et bah là, c'est pas grave. Le mec dit bon bah ok c'est pas grave, mais au moins j'ai 9 sponsors, donc ça va, et puis on peut négocier tout ça. Alors que si vous êtes seul face à la machine, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Bref, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que fonctionnent les sponsors, c'est pas plus compliqué que ça. Et en général, pour vous donner une idée, je n'ai jamais allé chercher un sponsor, je suis assez vite allé dans une agence, et je suis resté dans l'agence, et l'agence en question, c'est Block Media, qui a Combo et Sgoat aussi, d'ailleurs, by the way. Ils avaient Ego, mais Ego est parti vers d'autres cieux, je ne sais pas vraiment où il est. Mais voilà, vous avez au moins l'idée d'à peu près ce qui se passe en termes de sponsors. Voilà. On va passer à une question suivante parce que celle-là, je pense avoir suffisamment répondu. Je crois ça me dit quelque chose. Je pense en avoir déjà parlé. Je vais peut-être répéter. C'est pour ça que j'étais un peu plus condensé. Mais voilà, vous avez au moins l'idée. La question c'est comment fais-tu pour soigner le rythme des vidéos pour que le spectateur ne s'ennuie pas au cours de la vidéo? Je sais pas si je l'ai déjà dit, parce que ça fait partie des choses que j'ai dit beaucoup, mais je sais pas si je l'ai déjà dit aux gens ou pas. Quoi qu'il en soit, pour soigner le rythme d'une vidéo,
c'est important de prendre un paragraphe ou une partie de la vidéo et de se dire, ok, quel est le mood de cet endroit-là? Est-ce que c'est un mood rapide? Est-ce que c'est plutôt lent? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est épique? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est, du coup c'est triste, mais je l'ai déjà dit. Vous voyez l'idée. En gros, on peut mettre des étiquettes à certains endroits de la vidéo, et à partir de là, il faut savoir, parfois comment vous l'écrivez, parce que parfois ça peut changer l'écriture, mais c'est pas très grave, au max, c'est pas gravissime. C'est pour la voix off que c'est important, parce que la voix off, faut savoir à quel point, si vous parlez lentement avec une voix un peu plus grave, en mode « c'est vraiment triste ce qu'il se passe », vraiment c'est dommage, ou « what the fuck, c'est trop bien, machin, tout ça, bref, vous avez l'idée, vous avez deux manières de faire, j'ai complètement niqué mon improvisation, mais ça permet de savoir la différence entre parler rapidement ou pas, est-ce que ça vaut le coup de parler rapidement ou quoi que ce soit. Dans ces moments-là, c'est important aussi de se dire que ça fait combien de temps que le mood c'est celui-là. Si le mood ça fait genre 5 minutes que c'est heureux, peut-être que ça devienne un peu triste, ou peut-être que ça change un peu, ou etc. Si votre histoire est bien gérée, normalement, ça vient un peu naturellement. Et ça vient avec le temps, évidemment, comme d'habitude, ça vient avec le temps. Mais c'est déjà un bon début, et après, c'est dans la musique que vous choisissez que ça va vraiment faire un impact. Si vous avez un truc ça assez cool, assez épique, assez rapide, c'est bien d'avoir des violons par exemple rapides ou une musique un peu électro ou des choses comme ça. Si c'est plus triste, bah vous savez, piano, il est lofi, ça peut être vaporwave, des choses comme ça, bref. Et si vous êtes neutre, ça arrive que ce soit neutre aussi, bah vous mettez une musique neutre. Quoi qu'il en soit, l'idée, pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est un peu plus profond que ça, c'est juste que en faisant ça, vous allez changer régulièrement le rythme de votre vidéo. Il y a un moment, par exemple, où vous êtes en mode, je vais expliquer un truc, donc c'est neutre. Par contre, il y a un moment où, je sais pas, le mec est sur le point de faire quelque chose d'assez fou, autant mettre une musique un peu plus épique. Faites attention à pas y aller trop fort non plus, c'est pas l'idée. Mais soignez le rythme d'une... En fait, pour soigner le rythme d'une vidéo, il faut que la personne n'ait jamais le même rythme. Le cerveau est très fort pour de comprendre le rythme de ce qui se passe, même inconsciemment pour vous, et donc, voir le temps qui passe, en fait. Si le rythme est toujours le même, si vous faites toujours la même chose, vous blablatez toujours avec le même style de musique, avec le même style de montage qui est pas plus rapide ou plus lent dépendant des moments, qui joue pas vraiment avec la musique parfois, ou des choses comme ça, ça va se sentir, ça va se voir et les gens vont s'ennuyer au bout d'un moment. Par contre, si vous avez un truc où vous changez le rythme régulièrement, les gens vont pas avoir vraiment le temps de s'adapter. Ils vont pas s'adapter au rythme. Et donc du coup, ça va vite changer, et le changement, ça fait percevoir le temps plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos qui durent 40 minutes et que certaines personnes font « Ouais, j'ai l'impression que ça a duré que 15 minutes. » Parce que le rythme est géré de telle manière à ce que ça change, à ce que les choses changent, à ce qu'il y ait des retournements de situation ou des manières de faire qui font que, avec le changement de musique, le changement de voix, le changement de montage ou des choses comme ça, ça fasse passer le temps différemment. Et ça marche aussi pour des films. Si vous regardez des choses type, je sais pas, Arcane, des séries qui sont bien, des bonnes séries, pas des séries où, c'est toujours un peu la même chose, toujours le même pattern, etc. Des séries qui sont vraiment considérées comme étant vraiment bien, vous verrez que le rythme change très régulièrement. C'est un principe de base, parce que c'est comme ça que vous attachez les gens, et que vous faites continuer les gens à regarder, et que vous leur faites passer un temps rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien, encore plus sur YouTube. Et voilà. Comment fais-tu pour soigner le rythme? Changer le rythme régulièrement, c'est tout. Après, à partir de là, il faut savoir quand est-ce qu'il faut le changer, il faut savoir ne pas trop en faire, ne pas assez en faire. Ça, c'est une question de pratique, en fait. Et à partir de là, t'as un rythme qui fonctionne, et les gens restent. Et ça se voit, de toute façon, c'est facile. Pour les gens qui font des vidéos YouTube, si vous voyez que votre watch time, si vous avez à peu près 1000 vues, quelque chose comme ça, après, à partir de là, vous le saurez, parce qu'il y a assez de gens. Si vous voyez que votre courbe de watch time, donc le pourcentage de gens qui restent dans une vidéo, drop à un moment, ou drop vraiment, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas, votre intro est pas assez intéressante, votre rythme est pas assez intéressant, dans le sens où si à partir de 30 minutes de vidéo, il n'y a plus que 10% des gens, il y a un gros problème. Votre vidéo est trop chiante et les gens partent trop vite. Et donc il faut changer le rythme et il faut régulièrement le changer. Et la prochaine vidéo, si vous voulez un exemple, la prochaine vidéo est basée sur ça. Le jeu est constamment la même chose, mais c'est de changer le rythme régulièrement, et vous verrez, les musiques sont différentes. Il y a 5 minutes où c'est triste, il y a 5 minutes où c'est élégant, épique, ou des choses comme ça, il y a 5 minutes où c'est rapide, et c'est souvent comme ça.
Parfois, c'est pas volontaire. Parfois, le texte n'est pas volontairement fait comme ça, mais je me dis, bah, je vais le monter comme ça. Donc, je vais rapprocher un peu plus les pauses de la voix. Je vais mettre des plans plus rapides. Je vais mettre des plans plus dynamiques qui vont constamment un peu zoomer ou dézoomer. Et comme ça va donner quelque chose d'intéressant et d'impactant. Voilà. Question répondue encore une fois, donc on va aller sur la suite, ce qui est, lorsque tu fais une vidéo qui ne traite pas d'un jeu vidéo, exemple Wikipédia, ou qui traite de plusieurs jeux vidéo, exemple magnifique mensonge de jeux vidéo, quelle catégorie choisis-tu pour les détails de la vidéo? Les tags sont-ils importants? Si oui, quelle erreur faut-il éviter? Un conseil pour une bonne description? Ou trouver un bon miniamaker? Donc je prends toutes ces questions-là parce que ça va faire un package très rapidement. Rien de tout ça, à part le bon miniamaker, n'a d'importance. Le catégorie, on s'en fout. Le tag, je n'en mets pas du tout, j'en mets jamais. Quelles erreurs de tag, je ne sais pas. Un conseil pour avoir une bonne description, mets les musiques, mets tes sources, mets tes réseaux, c'est tout. Vraiment, il n'y a pas de... Ça n'a pas d'impact, du tout. Vraiment, tu peux mettre 3 mots dans la description, tu peux mettre pas de tag, rien, c'est poussière aux yeux, rien. Vraiment, c'est du mensonge. Ça n'impacte rien du tout. Parce que ce qui intéresse plus YouTube, c'est que si les gens cliquent, si les gens regardent la vidéo, et si les gens interagissent avec la vidéo. C'est tout. Rien d'autre. Ça n'a vraiment aucun autre impact. Et bah voilà. En vrai, c'est la seule réponse que j'en ai. J'ai donné les choses importantes à garder en tête. En fait, il n'y a pas de question d'algo, parce que si vous en êtes à essayer de manipuler l'algorithme pour fonctionner, vous n'avez pas vu qu'il y avait un autre problème autre part. L'algorithme, c'est juste le public. C'est juste les gens. Si les gens restent, l'algorithme a tout intérêt à ce que la vidéo fonctionne. Ça intéresse YouTube. Si les gens partent, si les gens ne cliquent pas, l'algorithme en mode ça intéresse pas le public, on ferme le rideau. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je veux dire, imaginez plus comme un cinéma. Un cinéma projette des films. S'il y a des films qui marchent, ils vont rester plus longtemps à l'affiche, parce qu'ils marchent, donc le cinéma il gagne de l'argent, donc il est content. Si, par contre, il voit que le public reste pas, qui demande à être remboursé, enfin là on prend une question de qui demande à être remboursé, c'est-à-dire qu'il reste pas, on va dire, et personne n'y va au bout d'un moment, il retire de la programmation, parce que ça ne sert à rien. Et c'est le même système. Et si vous essayez de faire en mode, oui, mais si je mets un truc putaclic dans le début du film, si la description du film promet quelque chose qui est faux, ou si on met un tag ou quoi que ce soit, non, faut que le film soit bien, faut que la vidéo soit cool. Si la vidéo est cool, si les gens restent, si la miniature est bien, le titre est bien, c'est suffisant. Pas besoin de plus. Et c'est par là qu'il y a un problème. Forcément par là qu'il y a un problème. Pas autre part. Voilà. Hein, c'est pour dire, les stats c'est bien, mais faut pas aller trop loin quand même. Hein. Faut pas aller jusqu'à là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'algorithme et l'ami YouTube est aussi votre ami si ça fonctionne bien. Voilà, c'est important pour ça. Bref. Et où trouver un bon miniamaker? Bonne question, il y en a beaucoup sur Twitter, et tu vas voir, sinon il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont des miniatures cool, et tu regardes qui a fait la miniature et tu vas le choper. En général, c'est comme ça. Encore, les monteurs, ça peut plus être problématique. Parfois, c'est d'aller choper le monteur de quelqu'un, parce que c'est quand même beaucoup plus de travail, mais un miniamaker, en théorie, c'est moins un problème. Faut en général quand même aller demander au créateur de base, de dire est-ce que je peux prendre le même? Est-ce que ça te dérange pas? Savoir si ça le dérange ou pas. Il peut pas vous interdire d'aller le voir, c'est ridicule. Mais c'est important de savoir son intérêt, sa pensée là-dessus. Si vous dit oui, vous pouvez, oui, tu peux, mais évite de faire la même chose que moi. Ok, voilà, vous avez l'idée au moins. Mais un miniamaker, en trouver un bon, il y en a plein. Faut regarder les miniatures qui vous intéressent, qui vous impactent, que vous trouvez cool, que vous direz ça m'irait bien. Ce style de dessin ou ce style de photomontage irait bien avec moi, et c'est tout. Un bon miniamaker, c'est difficile à trouver, j'en ai changé. C'est la chose dont j'ai changé le plus. Les hamsters, ça a pas changé quasiment, mais le miniamaker, j'en ai changé 5 fois, je crois, au total.
parce que bah, y a des moments où il y a des mini makers qui sont bien au début, ça fonctionne bien, puis je me rends compte à un moment que bah, y a moins de créativité, qui font moins attention, ou que ça prend plus de temps, ou que c'est un peu trop cher pour ce que c'est, ou que parfois il y a des choses qui vont pas, et je change, et parfois aussi c'est de ma faute, hein, pour être tout à fait honnête, il y a des moments où parfois je me dis non mais celui-là on se comprend mal, je pense que c'est aussi moi, je dois mal gérer le truc, etc. Blabla, bref, je dis pas, je lâche pas un miniaturiste en mode c'est un connard, c'est de sa faute, loin de là, hein, beaucoup font un très bon taf, juste qu'il y a des moments où tu te dis ouais mais non ça va plus trop avec ce que je veux, et puis blablabla, et puis bon voilà, il y a mille et une choses qui peuvent faire que, quoi qu'il en soit, un bon mini maker, déjà ça change, et ça se voit par son portfolio. S'il a un portfolio cool, et qu'il a un prix qui paraît acceptable, essayez, si ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, en général, les miniatures sont jouées en général si vous trouvez un miniaturiste qui a un bon portfolio de bonne qualité. Si y a une miniature de bonne qualité, ce sera suffisant. Après, ça dépendra surtout de vous et de comment vous faites vos miniatures, comment vous pensez vos miniatures, parce qu'un mini maker, un très 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 bon pourra faire votre miniature sans que vous lui disiez vraiment ce que vous voulez, mais c'est souvent dur, parce que bah, c'est pas vraiment leur taf. Leur taf, c'est de faire des miniatures et d'être un peu créatif aussi. Mais si vous dites démerde-toi, bon courage, il y a des choses, ça peut ne pas marcher en fait, parce qu'ils ont pas... Bah, ils ont plein de choses à faire à côté, et ils ont pas vraiment à passer 4 heures là-dessus, ou alors ça va vous coûter beaucoup plus cher. En fait, un bon mini maker se joue aussi par une bonne entente entre vous deux. Vous vous comprenez bien, vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas 10 000 changements, et voilà. À partir de là, où on trouvait un bon, YouTube ou Twitter. C'est tout. Si tu cherches mini maker sur Twitter, ou si tu cherches, ou si tu regardes les vidéos qui t'intéressent avec des mini qui t'intéressent et que tu vois qu'il l'a fait, qu'il est souvent en description, régulièrement, c'est mieux de le faire. Bon, voilà. Et maintenant, on va avancer sur la prochaine question qui est comment augmenter son nombre d'impressions lorsque le taux de clic et le watch time sont déjà bons. Alors déjà, on va faire un point en définition, parce que j'ai perdu des gens avec ça, et c'est important que vous compreniez ce que ça veut dire et pourquoi la question est intéressante. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où la vidéo va être affichée à l'écran de quelqu'un, la miniature. Vous allez sur l'écran d'accueil, chaque vidéo que vous voyez, ce sera une impression en plus chez eux. Le taux de clic, c'est combien, sur le nombre d'impressions, combien de pourcents cliquent sur la vidéo. Donc bah, vous avez 20 vidéos, vous en cliquez sur une, bah, le taux de clic de la vidéo sur laquelle vous avez cliqué augmente, et le taux de clic sur la vidéo sur laquelle vous n'avez pas cliqué baisse. C'est logique, c'est normal, c'est... bah voilà, c'est basique, c'est juste que c'est des mots un peu plus techniques pour dire des choses basiques. Le watch time, c'est juste combien de pourcents de gens restent à partir de combien de temps de la vidéo. S'il y a 60% des gens qui restent jusqu'à la fin, c'est un bon watch time. En général, il y a aussi une durée moyenne de vue qui est genre combien de gens combien de temps restent les gens en moyenne. Mais bah, c'est lié à ce pourcentage en question dont je parle. Comment augmenter son nombre d'impressions lorsque taux de clic et watch time sont déjà bons? C'est des données qui sont un peu décorrélées. C'est-à-dire que le taux de clic et le watch time, c'est à quel point l'algorithme... le taux de clic, c'est à quel point l'algorithme est bon à montrer la vidéo aux bonnes personnes. Donc, admettons que vous faites du bûcheronnage, vous allez sur les gens qui sont intéressés par le bûcheronnage, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup. Donc, s'il n'y en a pas beaucoup, YouTube va donner ça à 1000 personnes, vous allez peut-être avoir un taux de clic de 20%, ce qui est colossal. En général, la moyenne, c'est 7-8% au début de vidéo, et au bout d'un moment, ça descend à 3-4%. Quand la vidéo a été beaucoup vue, quand elle est un peu vieille, on va dire. Ce taux de clic, en réalité, il descend quand la vidéo est vieille, parce que y a moins de gens probables de voir la vidéo, donc YouTube essaye de lancer aux gens auxquels il se dit il y a peut-être une chance, mais c'est chaud. Puis voilà, au bout d'un moment, vous avez touché tout le monde, etc. Le taux de clic, du coup, c'est tout simplement à quel point l'algorithme est bon à montrer les choses aux bonnes personnes. Le watch time, c'est juste vous à quel point vous êtes bon de garder les gens, et le nombre d'impressions, c'est si YouTube voit que le taux de clic continue et qu'il y a encore des gens, une bulle de gens à qui montrer la vidéo, il va continuer, sinon il va s'arrêter. Donc comment changer le nombre... En fait, c'est pour ça que le nombre d'impressions, c'est quelque chose qui est assez décorrélé des deux, en fait, en réalité. Parce que le nombre d'impressions, c'est combien de personnes YouTube peut reach. Et si YouTube peut plus reach personne, parce que plus personne n'est intéressé par la vidéo, c'est fini, on remplit bagage et la vidéo fonctionne plus. Il y a certains types de vidéos, d'ailleurs, je mets entre parenthèses ça, qui fonctionnent constamment. Moi, j'ai des vidéos qui fonctionnent constamment. Le jeu que vous ne comprendrez jamais, Doom, donc le seul vrai jeu vidéo, et 400 jours pour finir ce jeu, vous verrez qu'il y a beaucoup de fois le mot « jeu » quand même, elle fonctionne constamment.
C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, elle fonctionne. Le graphe continue à monter de manière constante. Moins vite qu'au début de la vidéo, évidemment, mais ça continue continuellement. Et pour augmenter ce fameux nombre d'impressions, donc avoir plus de gens qui regardent la vidéo, faut juste, je pense, changer la miniature et le titre. Même si ça fonctionne, si quelque chose fonctionne, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas mieux. Il peut y avoir mieux qui intéresse d'autres gens. Parce que YouTube va vite s'arrêter au bout d'un moment en disant j'ai vu tout le monde, par exemple, je sais pas, vous faites une vidéo sur... Attends, je peux avoir un bon exemple. Attendez, je peux avoir un bon exemple. Je vais prendre la chaîne de Veritasium qui fait des vidéos sur la science en général. Qui fait des vidéos sympas, etc. Ça va lancer la vidéo tout court. Voilà, ok. Il a fait quelque chose. La dernière vidéo qu'il a sortie, c'est une vidéo sur le tungstène. Les problèmes que ça crée. Voilà. Et il a changé, vous verrez, Veritasium est un excellent exemple si vous vous abonnez juste pour voir ça, parce qu'il change énormément ses vidéos et ses miniatures quand elles sortent. En fait, la première miniature qu'il a fait, c'est juste je crois que c'était quelque chose comme l'élément chimique le plus dangereux. Ok, ça a marché. Mais au bout d'un moment, ça intéressait que les gens qui sont scientifiques. Les autres gens sont en mode « Oh, ça parle de science, la flemme ». Ce que je comprends, y a pas de souci. Et il a commencé à changer. Il a dit le plus grand scandale de l'industrie chimique. Ça a marché un peu plus. Parce que ça intéresse plus de gens. Vous comprenez bien que tu dis « Ouais, le plus grand scandale, comment ça? C'est-à-dire que je suis impacté dedans et tout, machin. » Et il a fait un truc encore mieux, après, qui est actuellement maintenant, c'est comment une entreprise a secrètement empoisonné la planète. Et la miniature, c'est littéralement lui, avec son doigt et un petit peu de sang au niveau de son doigt, et il dit « c'est dans mon sang ». Là, ça impacte tout le monde. Là, vous touchez tout le monde, hein, parce que là, il y a personne qui va dire non, mais ça c'est pas important, parce que même le mec qui crée cette vidéo, il s'est fait empoisonner. Donc t'es en mode waouh, quand même, Et là, ça touche le plus de gens. La première miniature était très bien, le premier site était très bien, ça aurait très bien fonctionné, faire un très bon taux de clic, un très bon watch time, et un très bon taux d'impression. Mais ça serait arrêté, parce que ça aurait arrêté aux gens qui aiment juste la chimie. Et c'est tout. Au bout d'un moment, ça s'arrête là. Et quand il a commencé à aller de plus en plus... Il a touché de plus en plus de gens, et là, il en touche énormément. Ça devait très bien fonctionner, mais il a réussi à trouver quelque chose qui fonctionne encore mieux. Donc, pour changer ça, pour avoir plus de gens qui regardent la vidéo, changer l'angle d'attaque, tout en étant... ça reste quand même dans le sujet de la vidéo. Lui, il parle de ça dans le sujet, hein, les trois trucs que j'ai donnés. C'est quand même un peu la même merde, hein. Au bout d'un moment, il raconte la même chose. Mais les angles d'attaque sont différents, et c'est comme ça que tu augmentes ton taux d'impression, bien que les deux autres métriques sont bonnes. Parce qu'on s'en fout que les deux autres métriques soient bonnes en réalité. Si tu veux un nombre d'impressions qui augmente, il faut que ça intéresse d'autres gens. Alors évidemment, le taux de clic va augmenter aussi au passage, parce que YouTube va envoyer ça à des gens où il se dit ça marchera pas, il se rend compte que ça marche, il va te demander ouais, le taux de clic il fonctionne, what the fuck, je m'attendais à ça, en fait il y a ça. Et ça va augmenter le taux d'impression, et puis petit à petit ça va rebooster la vidéo. J'avais une vidéo comme ça aussi qui était l'élément le plus cher dans un jeu vidéo. Ça avait fonctionné, ça a fait 200 000 vues, tranquille. Et puis j'ai dit le plus beau mensonge du jeu vidéo avec « ce n'est pas de l'eau » alors qu'il y a de l'eau dans la miniature. Et là, ça intéresse beaucoup plus de gens. Ça a bien fonctionné. Métrique qui fonctionne, tout va bien, mais j'ai réussi à faire mieux. C'est comme ça que tu peux. C'est la seule manière. En fait, je ne vois pas autrement et je pense que c'est la seule manière qui me paraît normale et saine de le faire. Bref, on va avancer, parce que là, j'ai bien répondu à celle-là, je pense. Autre question qui est, sur tes vidéos où tu parles de jeux vidéo et que tu montres du gameplay, t'es souvent en caméra libre, comment tu fais? Souvent, il y a plusieurs manières de faire, ça c'est le montage. En général, ça peut être le montage qui fait croire que je suis en caméra libre alors que pas du tout. Grâce à des effets de 3D un petit peu ou des zooms qui peuvent faire croire que alors que non. Si je suis en caméra libre, il y a plusieurs façons. Soit il y a des modes sur le jeu qui le permettent, soit le jeu le permet tout court, soit j'ai changé le code du jeu pour le faire. Gris, à des moments à quelques rapides moments où je suis en freecam, parce que c'est un peu dur, parce que le jeu est vraiment basé sur le fait que la caméra sera là, à cet endroit-là, à ce moment-là. La caméra est parfaitement contrôlée, donc c'est très difficile de reculer la caméra sans que ça fasse des bugs, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a des moments de freecam, parce que je suis allé dans les DLL du jeu, donc dans le code du jeu, pour aller changer le code, pour aller mettre ma freecam.
c'est tout. Mais là, c'est des... Bon, voilà, là, c'est des connaissances très énervées, mais en réalité, en général, les jeux en Defreecam, surtout les jeux en 3D, les jeux en 2D, c'est beaucoup plus rare, mais c'est possible. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. En tant que créateur de contenu, que penses-tu des Adblock, Sponsorblock et Revenge? Alors Revenge, je connais pas. Adblock et Sponsorblock, je connais. Et en tant que viewer, Adblock c'est super cool, mais vous le connaissez. Sponsorblock c'est aussi très très cool. Ça permet dans la timeline de mettre un endroit en vert qui vous dit où est la sponsor, et avec un seul appui, en appuyant sur un seul bouton, ou alors ou en le faisant skip automatiquement, ça skip la sponsor. Et ça fonctionne un peu comme si vous avez la ref Coyote, qui était un truc où en gros, ou non, même Waze ça fonctionne comme ça, où quelqu'un va signaler quelque chose, et les jeux, par exemple un accident, la police, quoi que ce soit, un radar, et les gens vont dire oui c'est vrai ou non c'est pas vrai. Et à partir de là, voilà, il y a un endroit où il y a quelque chose. Et le sponsor c'est pareil, il y a des gens qui vont dire il y a une sponsor de là à là, et on peut mettre oui ou non, un avis positif ou négatif sur le fait qu'il y a une sponsor ou non. Très souvent, mes vidéos sont sponsor block en bout de 1 minute 30. 1 minute 30, il y a quelqu'un qui l'a fait. Genre, ça va très 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 vite. Hein. Genre, vraiment, ça c'est incroyable. Et quoi qu'il en soit, en tant que créateur de contenu, utilisez-le. Franchement, si ça vous emmerde, utilisez-le. Si vous voulez pas regarder la sponsor, ok. Enfin, moi, je m'emmerde à essayer de faire un truc correct. Parce que parfois, j'ai pas trop le choix de faire un truc pas ouf parce que les marques m'obligent ou parce que j'ai pas l'inspi, hein, ça fonctionne. J'ai de faire un truc bien, sympathique à regarder, qui peut peut-être vous intéresser. Si vous voulez pas regarder, regardez pas. Genre vraiment, c'est oui, ok, bon voilà, je me tire un peu une balle dans le pied avec ça en disant ça, mais la réalité c'est que non. Les gens qui veulent regarder regarderont. Et si vous avez la flemme et si à chaque fois vous faites, oh fait chier une sponsor, skip, vous emmerdez pas. Franchement, Adblock c'est un tout petit peu plus embêtant. Adblock, ça veut dire que si vous m'aimez bien, mettez les pubs. Mais en général, les gens le font. Les gens comprennent que Adblock, ça peut embêter les créateurs, donc c'est ça qu'ils désactivent volontairement sur certaines chaînes. Et ça, c'est bien. Donc faites-le. Mais sinon, en vrai, moi, je l'utilise. En tant que viewer, j'utilise partout. Sponsorblock et Adblock, c'est sur mon ordi. Je le désactive parfois pour certains youtubeurs. Je regarde les sponsors de certains youtubeurs, mais sinon, utilisez-le. Si ça vous emmerde, vraiment, je peux pas vous dire autrement. Je l'utilise moi-même, et tant que vous y a un pourcentage de gens, et tant que vous êtes intelligent dans votre utilisation de ça, et que vous allez pas niquer tous les créateurs avec ça, voilà, prenez le temps qu'il faut pour certains, passez les autres, c'est vous qui choisissez si un créateur a l'intérêt d'avoir votre argent ou pas. Enfin, votre temps qui se définit en argent du coup, mais c'est tout, voilà. Et on va finir sur la dernière question, parce que c'est la dernière je crois, hein. Oui c'est la dernière, parce que à partir de là ça fera déjà une bonne petite heure, ce sera déjà pas mal, ce sera déjà un petit podcast sympa, hein, qui sera peut-être utile pour des gens. As-tu des conseils pour réussir à passer moins de temps sur le montage de la vidéo? La pratique. En vrai la pratique et la raccourci clavier. Quoi qu'il en soit, peu importe le logiciel, je le dis, je le répète et je le souligne, apprenez les raccourcis clavier de ces logiciels, ça ira toujours plus vite que des souris. Et vraiment, faites-le, si vous pouvez mappez vos raccourcis pour qu'ils soient clairs et précis pour vous. Ça sera un peu plus lent au début, mais vous aurez le coup de main au bout de 40 minutes. En réalité, ça va très vite de prendre le coup de main, surtout quand les inputs sont logiques. Et à partir de là, vous irez beaucoup plus vite. Aussi, autre chose, si vous avez besoin de ça, rangez vos trucs. Alors que si vous utilisez beaucoup de fichiers, rangez-les. Si vous utilisez beaucoup de vidéos ou je sais pas, si vous écrivez un peu partout, essayez de ranger là où vous écrivez, des choses comme ça. Ça va au-delà du montage vidéo, mais même si vous montez votre son, faites-le pour que ce soit le plus rapide possible. Par exemple, pour vous donner une idée, sur Audacity, on peut changer les raccourcis, je savais pas. Et en gros, moi, ce que je faisais pour monter une vidéo, c'est que je passais mon son, et puis au moment où ça allait pas, je sélectionne l'endroit où il y a le son, j'appuie sur Delete, qui est en haut de mon clavier, et j'appuie sur Espace, qui est en bas de mon clavier, pour relancer la vidéo. Sauf que, il y avait des misclics, c'est un peu chiant, c'est long. Donc j'ai remappé mon clavier pour que la flèche du haut, donc la flèche directionnelle haut, soit play, et la flèche directionnelle bas soit supprimée. Et du coup, j'ai 2 doigts sur un endroit, j'ai ma souris, donc je bouge jamais mes mains. Pour la souris oui, mais pour sélectionner, mais c'est une autre histoire. Et je fais pause en appuyant sur O, j'appuie sur... j'ai déjà la sélection de fait avec ma souris déjà. Je fais pause en appuyant sur O,
j'appuie sur bas pour delete, je réappuie sur haut pour faire pause, pour relancer le truc. Et ça, c'est vraiment tac tac tac. Et ça va beaucoup plus vite. Et en réalité, je suis allé regarder, j'ai vérifié moi-même en essayant les deux méthodes, je vais vraiment 30 à 40% plus vite. Parce que c'est vraiment impactant. Donc utilisez intelligemment en plus les touches de votre clavier. Avec ça, ça ira déjà beaucoup plus vite. Et aussi, autre chose pour le montage vidéo, si vous avez dans votre recherche un truc qui vous marque, un truc qui vous intéresse, mettez-le dans une playlist. Créez une playlist de votre vidéo, et mettez-le dedans. Vraiment, mettez-le dedans. C'est ultra important parce que ça vous perdrez beaucoup moins de temps à aller chercher. Et en plus de ça, si vous avez des musiques, à un moment, si vous avez un mec qui fait des musiques bien, vous dites, les musiques sont cool, etc., machin, mettez-les dans une playlist de musique. Moi, j'ai une playlist qui s'appelle Musique Importante, et c'est une playlist où je mets les musiques où je sais que les artistes sont bien. Alors, je mets des musiques parfois qui sont impactantes pour moi, mais aussi des musiques où je me dis, waouh, cet artiste, personne ne l'utilise, donc je ne dirai pas lesquelles, parce que j'aimerais éviter. Et je mets une vidéo dedans. Comme ça, je sais, je suis en mode, ah oui, c'est vrai, si je sais pas quoi utiliser, j'ai cet artiste qui est cool. Et la dernière vidéo, par exemple, et la prochaine vidéo qui va sortir, du coup, celle de Gris, il y a beaucoup du même artiste. Et il y a un peu d'autres artistes, mais il y a beaucoup du même. Parce que je suis en mode, celui-là, il est bon, je vais garder. Et je me suis rendu compte que, oui, j'ai bien fait de garder, parce que, ça me permet d'avoir des musiques originales, nouvelles, et qui fonctionnent bien, et rapidement. Et c'est surtout la question là, rapidement. Donc, raccourci clavier, de la pratique pour être de plus en plus rapide, ranger, et archiver ou classifier, on va dire, sur les choses qui sont importantes. Et à partir de là, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus rapide. Après, tu peux créer des presets pour certaines choses, certains effets que tu utilises régulièrement, tu utilises des presets. Moi, j'en ai 2, c'est tout. Genre, j'en ai vraiment que 2, mais parce que j'utilise vraiment des choses basiques, et c'est tout. Et la suite de la question, c'était « Et faire en sorte qu'un sujet niche devienne une vidéo intéressante ». La réalité, c'est que je pense qu'aucun sujet n'est mauvais, et en réalité, c'est oui, aucun sujet n'est mauvais du moment que c'est bien raconté. Il y a des sujets qui sont de base très bons, où peu importe qui t'aime, si tu le racontes mal, tu peux faire beaucoup de vues. Mais je pense que tous sujets sont bons, mais il y a des sujets qui sont très compliqués à avancer. Il y a des sujets comme par exemple l'algorithme de la racine carrée inverse rapide, où j'ai mis beaucoup de temps avant de la sortir. J'ai essayé plusieurs fois de l'écrire, et j'ai raté, parce que je ne savais pas comment la raconter. Il y a par exemple comment fonctionne une IA, où j'ai utilisé le futur de la triche, avec je suis en mode ah ouais mais c'est rigolo, il y a les IA cheats, ce serait rigolo, donc j'ai utilisé l'IA dedans, j'ai dit oh ouais l'IA ce serait sympa, je vais montrer comment ça fonctionne et tout, machin, etc. Bref. Quoi qu'il en soit, un sujet niche, c'est surtout une question de trouver un bon angle d'attaque et une bonne manière de le raconter. Tout sujet est intéressant, vraiment tous, je pense. Même les trucs genre comment couper un arbre. Je pense sincèrement que c'est intéressant du moment que tu l'expliques bien. Hein. Je pense ça va peut-être pas faire 1 million de vues, hein, mais je pense sincèrement que ça peut être intéressant. Si tu parles d'un truc de biochimie ultra particulier, ça peut être intéressant s'il y a une histoire cool à raconter dessus. Si par exemple tu racontes la création, comment ça fonctionne, si tu, je sais pas, un speedrun très niche, ça peut fonctionner, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut fonctionner. Quoi qu'il en soit, tu feras pas... Tous les sujets ne feront pas 1 million de vues, mais beaucoup de sujets feront 60, 100 000, 200 000 vues, avec une bonne manière de le raconter. Et pour ça, il faut une angle d'attaque, il faut y réfléchir. Il n'y a pas de manière magique, je dirais. Il n'y a pas de manière magique, parce que c'est pour les gens qui font des formations trop chères, de dire qu'il y a une manière magique. Il n'y en a pas. La réalité, c'est juste... trouve le bon angle d'attaque qui fonctionne bien. L'histoire où tu te dis, ouah, ça m'impacte. Si t'as un truc où tu te dis, ouah, ça c'est trop cool, j'adore, et j'adorerais en parler, c'est que ça l'est peut-être. C'est qu'il y a peut-être un truc à faire. C'est que la vidéo peut être intéressante et que le sujet, bien qu'il soit niche, peut rendre les gens intéressants, les gens intéressés si t'as une bonne miniature, un bon titre. Si t'as une bonne miniature, un bon titre, les gens cliquent. Hein. Et après, les gens restent. En réalité, le plus dur sur un sujet niche, c'est de faire cliquer les gens. À partir de là, si t'arrives à raconter une histoire convenable, les gens restent. Mais c'est encore un bon step. Hein. Mais déjà, miniature titre, c'est suffisant. Il y a des sujets, sincèrement, Wikipédia, je pensais pas que ça allait fonctionner. C'est un truc, tu te dis, ouais, c'est vachement chiant Wikipédia. Mais en fait, ça fonctionne. Les trucs, le futur de la triche, ça a plutôt pas mal fonctionné. Alors que ça parle d'une IA pendant 15 minutes, de comment fonctionne une IA. Donc voilà. C'est la seule manière, je pense, de s'en sortir.
et ça paraît être des trucs très bateaux, pas forcément très pratiques directement, mais la réalité c'est que tout ce que je dis l'est pas vraiment, parce que c'est... Là, c'est la réalité. La réalité, c'est que c'est pas, il n'y a pas de méthode magique nulle part, en fait. Il y a des conseils à donner, mais ça joue sur de la pratique, ça joue sur des échecs, et faites, en fait. Faites juste, jusqu'à ce que vous ayez la capacité de vous en sortir et de comprendre ce qui se passe, de comprendre vos erreurs, etc. Et c'est... Rien que comprendre les erreurs, c'est pas évident, et c'est ce qui fait que beaucoup fonctionnent et d'autres fonctionnent pas. Bref, quoi qu'il en soit, sur ces bons mots, en vrai... j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai dit des trucs pour remplir le fond pendant 1h04 maintenant. Et je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. J'ai répondu à beaucoup de questions. J'espère que ça vous aura au moins intéressé. Je sais pas si je ferai d'autres podcasts sur d'autres choses à un moment. Peut-être qu'un jour, je parlerai d'une vidéo, d'un truc, ou je sais pas vraiment. Parce que j'avais réfléchi à React sur des vidéos, et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le React qui m'intéresserait. Parce qu'il y a eu des demandes. Mais le truc important, c'est de savoir, c'est de se dire, ok, c'est un bon cas d'école cette vidéo, et que ce soit suffisamment intéressant pour tout le monde, et c'est pas évident. Donc j'ai pas encore trouvé ça, mais je serais peut-être de réfléchir à trouver d'autres podcasts ou d'autres trucs intéressants à dire qui resteront quand même sur ce que je fais là actuellement. On verra. On verra. Mais sur ceci, bah, merci d'avoir écouté tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Et bah, si vous avez n'importe quoi à commenter, des propositions, quoi que ce soit, je lis de toute façon tous les commentaires, bien que je ne réponde pas à tous, je les lis évidemment tous, que je suis sur la chaîne principale ou celle-là, je vais y arriver. Et sur ceci, bah, je vais manger parce qu'il est 15h et j'ai la dalle. Et des bisous.